Bonjour à tout le monde. Vous avez vu qu'on va enregistrer la session. Voilà, merci Omeima qui nous a fait un petit message. Merci de renommer vos comptes utilisateurs avec vos noms et le nom de votre organisation. Je crois qu'on puisse comprendre. Super. Oui, on ne parlait pas au début. C'est pour ça. On attend un petit peu encore. Voilà, il faut continuer d'accepter des gens. Et on va commencer. Et il nous manque aussi Pauline, je crois, à moins que Pauline, tu sois déjà là. Dans ce cas. Elle arrive. D'accord. Pauline, CBIDF. je te fais arriver. Bonjour à toutes et tous, on attend encore quelques minutes. Nous sommes 18. Nous acceptons notre troisième intervenante, Pauline Portefeuille. On va pouvoir pas tarder à commencer. Comme le disait Oumaima dans le chat, n'hésitez pas à préciser le nom, votre nom et celui de votre organisation. Merci à ceux et celles qui l'ont fait. Nous avons des Alec. Nous avons des RAM, nous avons Stop Exclusion, bonjour. Je continue d'accepter les gens. Vous nous entendez mal. Je crois que, alors CBIDF, je ne sais pas, l'acronyme ne me dit rien. Je crois que c'est de votre côté puisque ça ne m'a pas été signalé jusqu'ici. Donc, bonjour Fabienne du Conseil départemental de l'Oise. Nous avons effectivement vu dans les inscriptions qu'il y avait pas mal de personnes, des représentants des collectivités. Bienvenue. Est-ce que ça va mieux côté CBIDF? Qui n'entend rien? Toujours CBIDF. Au webinaire, j'entends que dalle. Ouais, nous, on vous entend en tout cas. Des fois, ça vaut le coup de se déconnecter et de revenir. Parfois, ça peut améliorer les choses si la connexion était mauvaise. Il ne faut pas hésiter à sortir et à revenir, je pense. Merci, Émilie. Je me permets de couper les micros des personnes non intervenantes pour le moment, mais vous êtes les bienvenus pour prendre la parole quand ce sera possible. On va voir en fonction du nombre de participants si on fait un tour d'écran ou pas, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez nombreux là. Et en plus, l'heure tourne déjà. Bon. Voilà, ça a l'air de se stabiliser. J'espère que CBIDF a résolu son problème de son. Bonjour aux représentants des conseils départementaux. Donc, je rappelle que la session est enregistrée. Bonjour Pauline qui nous a rejoint. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Est-ce qu'on vous voit? Oui, on vous voit. Super, parfait. Merci. Je vous propose de commencer, puisque là, ça a l'air de s'être stabilisé. Nous sommes une petite vingtaine, 25, ouais, une petite vingtaine. Le tour d'écran est possible, mais je vais déjà commencer par vous remercier de votre présence et de votre participation aujourd'hui. Donc, nous vous avons sollicité pour un atelier participatif
autour du sujet logement, énergie et santé face aux inégalités de genre. Donc moi, je suis Marina Dubois, je suis responsable inclusion énergie pour le GRS. Je suis aidée aujourd'hui de Omeima El Arouchi qui accompagne le projet EmpowerMed dont vous allez entendre parler, géré par, coordonné par le GRS en France. Nous avons 3 intervenantes qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui de leurs expériences, de leurs constats. Donc, je vais vous les présenter. Nous avons donc Pauline Portefeuille qui est chargée d'études pour la Fondation Abbé Pierre en charge de la corrédaction du rapport annuel sur l'état du mal-logement en France et de la rédaction des cahiers du mal-logement, des études thématiques sur le mal-logement. Nous avons également Émilie Delbès, qui a rejoint l'ONG WECF, qui signifie Women Engaged for a Common Future, en 2009. Elle agit depuis 2011 en tant que responsable pédagogique santé-environnement de l'association WECF France. Sciences de l'éducation, hypnothérapie médicale, environnement, parentalité, allaitement maternel, autant de domaines de compétences mis à profit aujourd'hui pour coordonner et animer un réseau d'ateliers santé-environnement dont elle va vous parler tout à l'heure. Et nous avons enfin Marie-Maude Gérard, qui est au GRS depuis plusieurs années, elle ne les compte même plus, conseillère info-énergie, puis chargée de projet énergie-environnement et aujourd'hui responsable programme énergie, bâtiment et solidarité. Marie-Maude est aujourd'hui en charge de développer et mettre en œuvre des projets pour une transition énergétique inclusive et solidaire au sein de l'équipe GRS Europe Méditerranée. Donc, la lutte contre la précarité énergétique, l'implication des habitants et des habitantes dans des démarches de sobriété, la mobilisation et montée en compétence des acteurs du territoire pour que cette transition énergétique plus que nécessaire, ne laisse personne de côté. Belle ambition, on va voir si Marie-Maude s'en sort bien ou s'il y a encore de la route. Bon, si on vous sollicite aujourd'hui dans cet atelier participatif, c'est qu'il y a encore de la route et on a besoin de vous aider. Donc, on a vraiment pensé cette session comme quelque chose de participatif. Et pour ce faire, on vous propose de commencer par écouter nos intervenantes, mais avec un exercice d'écoute active. Je veux bien, Omeima, que tu mettes le lien déjà en ligne, même si pour l'instant, vous pouvez l'écrire de votre côté. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de cet exercice. J'accepte de nouvelles personnes. C'est un exercice moi que j'ai appris via le réseau l'association des collectivités F3E, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Ça nous permet d'écouter donc l'écoute active. On écoute tout en se demandant, tout en classifiant un petit peu les informations, en notant ce qui nous étonne, plutôt en positif, les points d'attention que cela éveille chez nous. Et ensuite, ce qui nous inspire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se dire qu'on a envie de refaire ou de reprendre ou d'appliquer, d'adapter pour nos projets. À partir, donc on vous encourage à chacune d'entre vous d'écrire ça de votre côté. Ensuite, on remplira un Jamboard en ligne où on permettra via des post-it de reprendre les grandes idées, les grandes informations. Et puis, on fera un tour de clarification auprès des intervenantes à partir de ce Jamboard, puisque par expérience, les points d'attention que cela éveille chez vous sont souvent des besoins de clarification. Donc, on invitera à nouveau Émilie, Marie-Maude et Pauline à venir éclaircir leurs projets ou leurs interventions, leurs démarches dans leurs organisations respectives. En dernière, alors on fera un petit test si ça fonctionne. Je ne vous en dis pas plus. Un petit sondage pour vous qui vous prendra 2 minutes, 1 minute, 30 secondes.
Et en dernière partie, on vous invitera, je continue d'accepter, on vous invitera à réfléchir sur vos besoins pour intégrer la dimension genre dans vos projets de vos organisations et vos suggestions, vos idées pour nourrir un plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les projets et politiques énergie, logement, santé. Je ne l'ai pas précisé. Aujourd'hui, on va parler d'un contexte assez français. Alors, vous avez, certains d'entre vous ont peut-être l'habitude. Pour moi, c'est plutôt pas l'habitude, plutôt l'exception, mais j'en suis vraiment ravie parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup voilà, de ce qui se fait en France, du chemin encore à parcourir et d'apprendre des Suds aussi. Voilà. Je pense qu'il est 12, donc je pense qu'on va commencer. Je vous invite vraiment à vous présenter dans le chat. La session est enregistrée. Si vous n'acceptez pas qu'elle soit enregistrée, vos intervenants vous devrez vous empêcher de parler, on va dire. Il y aura un compte rendu à la fin, je vais le redire à la fin, et on parlera des prochaines étapes. Donc, alors, est-ce que Omeima, tu nous as mis le lien? Oui, parfait. Donc, je rappelle, une écoute active, vous réfléchissez sur ce qui vous surprend dans le bon sens, les points d'attention que cela éveille, ce qui vous interroge, et en dernier, ce qui vous inspire. Donc, vous prenez des notes personnelles et on fera ensuite un petit Jamboard ensemble. Allez, c'est parti. On commence donc avec Pauline Portefeuille de la Fondation Abbé Pierre. Et je vous mets en co-host pour partager. Donc. Voilà, Pauline, vous êtes maintenant normalement en mesure de partager. Il faut peut-être que j'arrête le mien. Hop, voilà. Est-ce que je dois partager mon... Oui, oui. Si possible. Comme ça, vous êtes libre de passer vos slides. Alors, hop. Est-ce que vous le voyez là? On le voit, il manque plus que le mode slide. Le mode voilà, lecture. Voilà. Et c'est bon. Vous êtes en plein écran là, c'est bon? Non, là, on ne l'est pas. Ah mince alors. Parce que c'est dans diaporama et play. Ouais, moi je suis en plein écran. Ah, il faut partager un autre écran là. Bon, c'est pas très grave. Moi, je vois assez, mais ça dépend des participants. Alors, attendez. Je réessaye. Est-ce que là, vous le voyez? En plein écran? Non. Non, il faut repartager. Ok, alors je repartage. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Nous sommes assez nombreux, donc n'hésitez pas à vous présenter votre nom de structure, votre poste et votre nom de structure. Est-ce que là, vous voyez Alors, maintenant, je me mets en plein écran en diapo, ici. Non, on voit toujours le mode présentation, mais je pense que c'est pas grave. Hein. On voit suffisamment, c'est pas Ok, je suis désolée parce que moi, quand je me mets en mode présentation, je fais en présentation. Ok, bon, on va faire comme ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas me représenter. Je vais vous présenter, moi, en 10 petites minutes, notre rapport sur l'état du mal-logement de l'année qu'on a présenté le 1er février 2023. Donc, on le présente chaque année à cette date. L'idée de notre rapport, si vous ne le connaissez pas ou... Je vais l'expliquer en 2 mots, c'est d'évaluer les politiques publiques, l'action des politiques publiques du logement. Donc,
des fois, on regarde d'autres politiques publiques, mais on se centre quand même sur la question du logement. Donc, on agglomère aussi la statistique publique qui existe pour donner des chiffres les plus actualisés possibles du mal logement, mais je vais revenir sur ces chiffres pour vous les présenter, les décortiquer. Et chaque année, on fait un chapitre thématique pour éclairer une dimension du mal logement. Et cette année, ce qu'on a choisi, c'était la question du genre. Donc, jusqu'à présent, en fait, ce qu'on remarquait, c'était que le sexe a rarement été considéré comme un facteur déclenchant ou aggravant du mal logement, alors que face au mal logement, être un homme, une femme ou être une personne issue d'une minorité sexuelle affecte considérablement les risques de subir les diverses dimensions du mal logement. C'est pour ça que ce rapport a décidé de se focaliser sur cette question. En fait, ce qu'on a vu durant ce rapport, c'est qu'il y a plein de moments clés de leur vie, donc qu'il s'agisse de la décohabitation des parents, de la séparation conjugale, de la prise en charge des enfants, voilà, du moment du veuvage, ou à des moments plus particuliers de rupture liés notamment à des violences sexuelles et sexistes ou à des phénomènes de discrimination. On voit que les rapports de domination que les femmes et les minorités de genre subissent encore au sein de la famille, du couple et du monde du travail se répercutent sur la sphère du logement. Notamment aussi, bon, je l'ai dit, mais je le répète, les violences de genre, elles constituent vraiment une toile de fond plus ou moins tacite de plusieurs situations d'exclusion du logement. Ça représente vraiment une cause structurelle du mal logement qu'on avait mal identifiée jusqu'à présent et qui invisibilisait fortement les victimes voilà, au sein des familles, au sein des structures d'accueil, d'où l'importance de prendre en compte la dimension de genre dans nos actions. Je vais vous présenter les chiffres du mal logement. Donc le rapport mal logement, il a établi 5 dimensions du mal logement qui sont l'absence de logement personnel, les difficultés d'accès au logement, La 3e dimension, c'est les conditions de logement dégradé, donc logement indigne, indécent. La 4e dimension, c'est les difficultés de se maintenir dans le logement. Et la 5e dimension, c'est les blocages résidentiels dans le parcours, notamment l'assignation à résidence dans des lieux, dans des quartiers dans lesquels on ne peut pas choisir d'habiter autre part. Donc les chiffres du mal logement, c'est pas nous qui les agglomérons, mais on se base sur des sources publiques qui sont notamment majoritairement l'enquête nationale logement et qui date de 2013. C'est pour ça que nos chiffres ils sont assez anciens. Donc on arrive à actualiser certaines dimensions avec des enquêtes plus récentes. L'enquête sans domicile de l'INSEE, là, qui va être faite qui va bientôt arriver. Aussi, l'enquête nationale logement, elle va bientôt être faite. Donc, on actualise progressivement ces chiffres. Le but, c'est, il y a un enjeu de connaissance et il y a un enjeu de plaidoyer, de chiffrer pour pousser la puissance publique à faire. Donc, on compte 4,1 millions de personnes non logées ou mal logées. Donc, c'est toutes les personnes sans abri, les personnes sans domicile, les personnes qui sont dans des conditions de logement très dégradées. Et 12,1 millions de personnes qui sont fragilisées par la crise du logement. Donc là, on inclut des personnes en taux d'effort, qui ont un taux d'effort excessif. Donc le taux d'effort, la part du budget qu'on met pour payer son logement. Normalement, un taux d'effort considéré comme normal, c'est 30% de son budget. On arrive à des taux d'effort à 60-80% pour réussir à payer son loyer. Donc, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. Donc, ça aussi, c'est une dimension qu'on regarde de plus en plus. 2,3 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, c'est un chiffre qui a augmenté très fortement sur les 5 dernières années.
avec une offre qui se rétrécit par rapport à la demande. 5,7 millions de personnes qui subissent un effort financier excessif. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé, dont le coût du logement dépasse 60% de leur budget. Et 330 personnes sans domicile en France. Donc ça, c'est un chiffre qu'on a actualisé à partir des données de l'INSEE et des données des centres d'hébergement qui sont donnés par le gouvernement sur les nombres de personnes qui sont en centre d'hébergement ou dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. C'est ça que ça recoupe les personnes sans domicile, c'est à la fois les personnes sans abri et les personnes hébergées en structure d'hébergement d'urgence ou dans le dispositif national d'accueil. Et enfin, 2078 personnes qui ont été expulsées de lieux de vie informels. Donc ça, c'est l'Observatoire de l'expulsion des lieux de vie informels qui nous permet de renseigner cette donnée-là. Je passe à la dimension genre de ce rapport. Donc, à partir encore des données de l'enquête nationale logement, vous m'entendez toujours? Oui, pardon pour ces entrées. En fait, comme vous êtes co-host, on entend ça. J'ai repris la main sur les slides. Hein. Maintenant, tout le monde voit bien normalement votre écran, mais c'est moi qui défile. Voilà, je vous suis. OK. Donc, à partir de l'enquête nationale logement, si on prend la dimension genre, on regarde du coup cette dimension genre, on voit que la part des ménages qui sont mal logés, on voit une surreprésentation des mères seules avec enfants. Et la situation s'aggrave quand on regarde les ménages fragilisés par rapport au logement, et elle s'aggrave quand une femme seule est avec plusieurs enfants. Une mère seule est avec plusieurs enfants. Donc, les personnes fragilisées par le logement, là, on voit que c'est une surreprésentation des familles en monoparentales qui sont dans des situations de surpeuplement ou d'habitat indigne. Donc là, on voit clairement la dimension de genre, donc une surreprésentation de ces familles monoparentales qui n'ont qu'un seul revenu et qui ont à charge des enfants, avec des pensions alimentaires qui, dans une grande partie des cas, ne sont pas versées ou avec du retard. Donc, il y a une question de ressources et donc forcément des conséquences sur les conditions de logement. Une deuxième dimension que ce rapport il nous a révélée, c'est, si tu veux passer la prochaine slide, c'est la féminisation de la population sans domicile. Si tu veux passer la prochaine slide. Ah non, je peux passer. OK. Ça marche normalement. Ouais, la féminisation de la population sans domicile avec une invisibilisation du phénomène parce que les femmes et les minorités de genre sont rendues complètement invisibles à la fois dans l'espace public parce qu'il y a des stratégies d'invisibilisation. Elles ne veulent pas se montrer parce qu'elles sont surexposées aux violences de genre et aux violences sexuelles. Et aussi des dispositifs de veille sociale qui ne prennent pas en compte la dimension de genre ou qui la prennent très mal en compte. Donc, ça évolue, mais ça évolue encore pas à la hauteur des besoins. Des dispositifs de veille sociale qui prennent encore très mal en compte la dimension de genre. Donc, les études menées ces dernières décennies, elles indiquent clairement que la population exposée au mal logement a une certaine tendance à se féminiser. Quand on regarde l'enquête sans domicile en 2012, les femmes représentaient, il y avait 2 personnes sans domicile sur 5 qui étaient une femme. Et aujourd'hui, on est à... attendez. Excusez-moi, on était à 32% à l'enquête précédente et en 2016, on devenait à 38%, donc 2 personnes sans domicile sur 5 qui est une femme. Donc, à l'idée ça va un peu à contre-courant des idées établies jusqu'alors. Et l'enquête sans domicile, elle révèle aussi l'importance du nombre de femmes sans domicile seules avec enfants. Donc, ça met complètement à jour l'affaiblissement de la protection que conférait
avant le statut de mère isolée. Et on observe aussi cette tendance à l'échelle européenne et dans les données du 115. Donc là, je vous ai mis les données du baromètre du 115 qui montrent le nombre de demandes non pourvues au 115, donc des appels qui n'ont pas donné lieu à une proposition d'hébergement. Et donc en 2022, l'année dernière, il y avait 893 femmes seules avec enfants qui n'ont pas reçu de solution, enfin, à qui on n'a pas proposé de solution d'hébergement. Donc voilà, cette dimension d'invisibilisation du phénomène, elle est très forte, avec des stratégies d'évitement, d'invisibilisation et des hébergements, des structures de veille sociale qui ne prennent pas en compte cette dimension. Des femmes qui ne veulent pas se présenter dans des lieux où c'est majoritairement un public masculin parce qu'elles ont subi des violences, donc elles ne se sentent pas en sécurité. Cette question-là, elle est très peu prise en compte, avec des lieux il y a très peu de lieux non mixtes ou des lieux mixtes mais qui soient adaptés avec des espaces ou des personnels qui sont formés à ces questions d'identification et d'accompagnement de violences de genre. Donc, c'est ces questions-là qui ne sont encore très peu prises en compte. Je ne sais plus si je ne dois plus avoir beaucoup de temps. J'essaye de passer on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous laisse passer vite, oui. Ouais. Ok, donc je voulais parler, comme on parle de précarité énergétique, de la part des ménages qui subissent des factures importantes d'énergie qui a complètement explosé. Donc là, on n'a pas regardé la dimension de genre. Si, on a dû la regarder, mais pour le coup, comme il y a souvent le fait d'habiter en couple hétérosexuel, on voit peu la différence de genre sur la précarité énergétique, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les femmes qui sont encore largement assignées à la sphère domestique, elles sont plus longtemps victimes en fait des mauvaises conditions d'habitat et notamment de la précarité énergétique parce qu'elles elles passent plus de temps dans la sphère domestique et c'est elles qui gèrent aussi plus majoritairement la sphère domestique et donc ça fait peser plus lourdement sur elles la charge de l'inconfort qui est liée aux mauvaises conditions d'habitat, à la précarité énergétique et à la responsabilité des démarches pour apporter des solutions à cette situation de mal logement. Voilà, la part des ménages donc encore qui subissent des factures importantes. Pardon, je n'ai pas changé le titre, là c'était sur l'accès au logement social, mais je ne vais pas vous parler de ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je conclus là-dessus sur la baisse de l'effort public pour le logement. Nous, on regarde les politiques publiques du logement. Donc, on constate des choses et on explique d'où ces difficultés, elles proviennent, et notamment de la baisse de l'effort public pour le logement. Donc, l'État qui investit moins dans les aides publiques au logement, les APL qui ont subi diverses coupes, les bailleurs sociaux aussi, et ça revient au graphique que je ne vous ai pas montré, mais une baisse de la production de logement social parce qu'il y a eu des réductions. On a demandé aux bailleurs sociaux on a fait des coupes budgétaires dans leur budget, donc ils produisent moins de logements sociaux. Donc voilà, il y a une baisse de l'effort public pour le logement qu'on constate dans les chiffres et qui explique aussi l'augmentation de situations de mal logement. Voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éléments et pour ce rapport. Je pense que Omeima a remis dans le chat le lien vers le rapport complet. À défaut, vous pouvez le faire. Et sans plus attendre, nous allons continuer avec Émilie Delbès qui va nous parler de son rôle au sein de WECF France. Et ça fonctionne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est tout bon? Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Parfait. Bon, alors,
Je regarde l'heure pour pas trop déborder et laisser du temps pour les échanges. Donc voilà, je vais juste rapidement vous dire que moi, je m'appelle Émilie Delbès, je suis formatrice et responsable pédagogique santé-environnement pour WECF, comme ça a été décrit par Marina tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur mes thématiques phares. Je vais vous présenter rapidement WECF pour les personnes qui ne connaîtraient pas, parce que forcément, il y en a. Donc, WCF, c'est une ONG, un réseau en fait d'associations écoféministes internationales qui a pour donc thématique phare ce que vous voyez à l'écran et avec comme thématique transversale donc le genre et l'égalité des droits humains ainsi que la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, en fonction des opportunités et des acteurs et partenaires locaux. Donc, cette organisation, elle est née en 1994 à l'issue du Sommet pour la Terre de Rio, avec pour mission de porter la voix des femmes dans les politiques de développement durable et d'environnement à l'échelon global, et puis également à l'échelon local, puisque les différents bureaux et partenaires peuvent mettre en musique en fait ces projets, ces missions. Au niveau du bureau français donc, de WCF qui est basé ici en Haute-Savoie, on a particulièrement développé tout ce qui concernait la thématique donc, produits chimiques et santé, donc santé environnementale plus largement, avec la mise en œuvre de documents et d'ateliers particulièrement destinés à démocratiser cette information, à vulgariser l'information scientifique sur l'impact de l'environnement sur la santé, sous forme notamment d'ateliers grand public qui s'appellent les ateliers nesting, et donc ont été particulièrement développés en France. La carte d'identité un peu onusienne de WECF, donc c'est nos différents rôles dans le milieu des ONG. Donc le fait que nous sommes des partenaires officiels du Programme des Nations Unies pour l'environnement, que nous avons un statut consultatif donc au Conseil économique et social des Nations Unies. Nous sommes membres du Comité européen santé-environnement ainsi que membres du groupe majeur femmes dans les processus post-Rio. Au niveau du bureau français, nos missions, donc c'est le plaidoyer avec la volonté d'influencer les pouvoirs publics pour faire évoluer la réglementation en santé-environnement et prendre en compte le genre en fait dans les politiques publiques, quels que soient les domaines. La formation des professionnels de santé de petite enfance pour réduire les expositions aux produits toxiques de ces publics vulnérables. Donc, les femmes enceintes sont au cœur de ce public cible. La sensibilisation du grand public, puisque évidemment c'est plus large et on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais on a dû vraiment adapter toujours nos supports pour pouvoir toucher justement des publics plus en situation de précarité et plus éloignés de ces informations sur le lien entre son habitation et sa santé. Et puis, voilà, coordination, soutien de projets collectifs locaux portés par des femmes dans la mise en œuvre des ODD, ainsi que la dimension de facilitation de la réflexion du domaine privé aussi, et puis des institutions et des collectivités sur nos domaines de compétences, avec effectivement le genre toujours en transversal de tous ces sujets. Notre plus, c'est cette quinzaine d'années d'expérience en santé-environnement et en partage de ces informations avec le grand public. La prise en compte toujours des processus de changement chez l'humain qui est présent dans nos formations depuis toujours, une attention particulière à s'adapter au maximum à nos publics avec une attention particulière à l'ergonomie en fait, de nos supports d'information pour que ce soit accessible. Et puis, le point fort, c'est un réseau de professionnels relais donc dans toute la France, puisque toutes les personnes qui sont formées à l'animation de ces ateliers et à ce socle de connaissances santé-environnement mettent en œuvre des actions dans toutes les régions de France aujourd'hui. Et elles restent dans un réseau en fait, qui s'appelle le réseau Nesting, qui produit de l'information, qui donne de l'information en continu et qui propose des journées de formation continue 3 fois par an.
À l'origine de ces projets, évidemment, des points clés, hein, un environnement chimique inédit, donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des logements, on est confronté chaque jour à des milliers en tout cas à des centaines de substances chimiques voilà, qui sont présentes dans notre environnement, dont on ne maîtrise pas forcément l'impact au niveau de la santé, surtout quand elles sont ensemble. Des enjeux épidémiologiques préoccupants, donc des problématiques d'asthme, d'allergie, de maladies chroniques voilà, qui peuvent toucher y compris des enfants ou des personnes jeunes, ce qui est un peu contre-intuitif dans la vision de la maladie qu'on pouvait avoir auparavant. Des concepts et des paradigmes différents, en fait, des prises de conscience scientifiques relativement récentes, comme la notion d'effet cocktail ou encore le domaine de l'épigénétique, qui est à la fois voilà, qui peut remplir d'espoir, mais aussi qui met beaucoup d'accent sur la vigilance à avoir sur notre exposome, hein, donc l'ensemble de ces expositions au quotidien tout au long de la vie. Une montée en puissance aussi des recommandations des experts sur la prévention à faire dans ce domaine, mais qui est encore assez peu portée. Ça commence à venir, institutionnalisation oblige, mais qui est encore voilà, peu portée par certaines régions et certaines institutions. Et les associations ont été pionnières vraiment dans ce domaine de la prévention primaire, en fait, en santé. L'autre point clé aussi sur ce besoin de travailler sur ces sujets-là pour nous, c'était le constat d'une une inertie des pouvoirs publics à réglementer de façon vraiment protectrice la population sur certains sujets. Beaucoup de lobbying de la part de l'industrie chimique sur des demandes de délai, voilà, de repousser éternellement en fait, les mesures qui pourraient être protectrices pour des raisons en général purement économiques, hein, ce qui n'est pas à négliger, mais qui est quand même des fois un petit peu révoltant. Et puis, parallèlement à cette lenteur donc, de la réglementation, une mobilisation des consommateurs et consommatrices qui peut être quand même assez importante. On a l'exemple type du bisphénol A, dont certainement vous avez peut-être entendu parler, ouais, et qui a donc fait un peu un cas d'école. Mais je ne m'appesantis pas là-dessus. Donc, nous, on a des outils, en fait, hein, pour travailler ces sujets-là qui sont complexes, hein, complexes et parfois anxiogènes, avec tout type de public, y compris des publics en situation de précarité. On a testé pas mal de modèles en fait de communication et de support pour cela, notamment avec l'atelier Nesting, donc qu'on considère comme un outil d'accompagnement du changement et qui a quand même 15 ans d'expérience, donc on sait un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes d'intégration de nouvelles données pour pouvoir modifier des habitudes qui seraient plus protectrices de la santé au quotidien dans les lieux clos et à la maison en particulier. Alors là, le lien avec GRS, avec PowerMed et puis, le projet, c'est autour de l'énergie, hein, c'était pour nous une belle occasion de pouvoir aller un peu plus loin dans ce domaine-là, parce que dans les ateliers Nesting, il y a toujours une référence qui est faite évidemment à la pollution de l'air, et la pollution de l'air, elle peut être évidemment générée par un type d'énergie plus ou moins propice. Donc on sait très bien que la précarité va engendrer souvent une plus grande pollution de l'air à l'intérieur du logement pour des raisons de gestion, en fait, de gestion de la facture énergétique. Donc, ça fait partie des choses qu'on a toujours mentionnées ou fait émerger de nos participants pendant des ateliers. Le besoin d'aération manuelle vraiment quotidienne et voire biquotidienne pour limiter la concentration des polluants. Le fait de veiller à ce que les appareils de chauffage à combustion soient vraiment réglés en bon état et ne risquent pas de produire du monoxyde de carbone. Voilà, c'est quelque chose qui était présent. Et donc, ça a été très naturellement qu'on a pu faire ce lien avec GRS et avec les ateliers énergie qui étaient déjà proposés pour mettre en lien, en fait, cet impact du type d'énergie sur la santé des habitants et des habitantes. C'est vrai que l'énergie, c'est intéressant parce que ça donne de l'information à la fois sur le statut économique et parfois culturel des personnes, mais aussi sur leurs risques en termes de santé.
Donc, ce n'était pas du tout, évidemment, inintéressant de pouvoir creuser un peu ce sujet-là, mais Marie-Maud développera tout à l'heure. Alors, pour revenir à santé, environnement et genre, en ce qui nous concerne, là, vous avez une photo donc, d'une session de formation continue de Bordeaux. Bon, on a plein de photos de ce type-là. Notre petit écueil à nous, ONG écoféministes, c'est qu'on se dit, bon, il y a quand même toute une partie de la population qui n'est pas très impliquée à nos côtés. C'est pas faute de les solliciter, mais il se trouve que, bon, bah là, typiquement sur cette session où il y avait une centaine de participantes, je vous défie de trouver Charlie dans le paysage, là, il y a 3 hommes. Voilà. Donc, en gros, nous, c'est 97,7% de nos stagiaires de formation sont des femmes. Donc, en termes de réduction des inégalités de genre, en tout cas dans les responsabilités vis-à-vis de nos sujets, on est un petit peu quand même un petit peu inquiète de cette faible présence. Après, on sait très bien pourquoi. Cet état de fait, il est lié clairement à un double biais thématique, à savoir que dans le domaine de la santé, donc puisqu'on travaille énormément avec des sages-femmes, oula, je déborde, des sages-femmes, des professionnels de périnatalité, on est face à un public majoritairement féminin. Et c'était également le cas dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, où une grande partie des femmes sont les actrices. Il y a pléthore en fait d'articles sur le net et dans la presse sur ce phénomène. Est-ce que les femmes sont plus écolos que les hommes? Donc évidemment, on a des éléments là-dessus. Et on sait aussi qu'elles sont plus écolos que les hommes parce que il y a eu construction sociale du genre dans les dynamiques de care, d'attention portée à l'autre et donc par extension à l'environnement. Donc c'est un des fondamentaux de l'écoféminisme, c'est de mettre en lien en fait ce care à grande portée qui malheureusement nous a parfois entraînés dans des phénomènes de prise de responsabilité et voire de culpabilisation qui sont pas du tout OK en fait, qui sont pas du tout légitimes. Il n'y a aucune raison de porter ce poids uniquement sur les femmes. Autre élément intéressant, c'est que sur les communications qui peuvent être faites, notamment, là on a un exemple, on a participé à l'élaboration de cette enquête en interrogeant notre réseau, donc majoritairement féminin, et donc les résultats des enquêtes parfois sont un peu biaisés, mais de l'autre côté, parce qu'en fait, quand on dit 3 Français sur 4 éprouvent de l'éco-anxiété liée à l'environnement, il est fort probable que ce soit 3 femmes pour un homme. Voilà. Parce que là aussi, dans la dimension émotionnelle de cette relation à l'environnement, il se trouve que les femmes sont peut-être un peu plus impactées parce que plus aux affaires, entre guillemets, dans les tâches maternelles, parentales, etc., domestiques. Elles ont peut-être une appréhension beaucoup plus concrète des dégâts que peuvent causer les changements climatiques. Donc ça, c'est un petit extrait de ce qui est mis dans notre classeur de formation pour chausser les lunettes de genre et puis observer notre environnement, nos relations, nos actions, nos habitudes à l'aune de cette construction du genre du côté des femmes et des hommes. Alors, tous ces éléments précités ont un impact, évidemment, et comment on peut distinguer finalement l'impact sur la santé des polluants, des pollutions, selon le sexe et le genre. Donc là, il y a un petit extrait d'un article vers lequel vous pourrez vous rendre par la suite sur le fait que l'exposition aux produits chimiques, elle présente un risque pour tout le monde, mais les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ces facteurs-là. D'une part, sur le volet biologique, c'est-à-dire qu'on est construite, oui, on est des êtres humains, mais avec des spécificités en termes notamment de système hormonal, par exemple. On va stocker, par exemple, les polluants dans notre organisme de façon différente selon qu'on est un homme ou une femme. Ça, c'est d'un point de vue purement biologique. Donc, c'est souvent lié à la masse, notamment par exemple la masse lipidique, donc le fait de stocker les graisses différemment selon qu'on est un homme ou une femme, on va stocker aussi peut-être davantage de polluants puisqu'on les retrouve beaucoup dans les masses graisseuses. C'est un exemple.
les facteurs socio-économiques, évidemment, rentrent aussi en ligne de compte et les facteurs d'activité professionnelle également. Donc, les femmes peuvent être à la fois exposées au niveau de leur travail si elles sont par exemple dans la cosmétique, l'esthétique ou dans les activités d'hygiène, de ménage à l'extérieur, mais elles vont doubler cette exposition par le fait qu'elles-mêmes, en tant que femmes construites femmes, elles vont s'appliquer beaucoup plus de cosmétiques qu'un homme, utiliser des aérosols, les inhaler à la maison, et puis aussi faire le ménage à la maison, donc être exposées potentiellement aussi à des produits ménagers dans le cercle privé. Donc là, on aura une double exposition qui est vraiment liée au genre. Donc, les stéréotypes, ouais, je ne vois même pas ce que j'ai écrit dessus. Les stéréotypes de genre, évidemment, sont à prendre en considération dans les campagnes de prévention en santé. C'est en train de monter vraiment en puissance. On a de plus en plus d'informations sur ce sujet et de constats. Donc, Pauline, en fait, Portefeuille nous a bien mis ça en lien au niveau des situations de précarité et c'est très important. Mais c'est vrai de façon globale, en fait, sur toute la population. On a des gros manques, en fait, en termes de différenciation des impacts des maladies et des polluants sur la santé des femmes et des hommes. C'est dommageable pour les deux genres et on ne parle pas des personnes trans évidemment ou non binaires qui évidemment vont parfois cumuler plusieurs problématiques de ce genre. Donc, on a un déficit en fait d'études épidémiologiques différenciées qui peut être dommageable pour les femmes puisque les diagnostics, même les prescriptions médicales vont pas forcément être adaptées au corps féminin et potentiellement, on est encore aujourd'hui sur un espèce de facteurs androcentrés, enfin de vision androcentrée, c'est-à-dire que la référence, en fait, le corps référent pour la médecine, ça va être le corps masculin. Ça, c'est historiquement aussi expliqué. Je vous laisserai Merci, aller Émilie. sur le site. Je vais Voilà. devoir te dire de... T'as fini? Super. Ouais. On voit Là, je vous toutes les mettais les références sources. justement Ouais, vers super. les sources qui peuvent donner de... Voilà. On manque de données, mais Merci. on voit qu'il y a pas mal de sources sur tes slides, donc c'est bien. On Oui. partagera les slides de participants. Je vais donner la parole à Marie-Maude. Merci à Oumeima d'avoir rappelé le Jamboard. Alors, comme on a pris un peu du retard, comme dans tout webinaire, je vous invite à d'ores et déjà, si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à écrire vos post-it sur le Jamboard. Vous cliquez sur le petit carré qui ressemble à un post-it juste en dessous de la flèche. Vous écrivez votre message, vous l'enregistrez et après vous décalez le message dans la bonne colonne et ça va fonctionner. Merci beaucoup. À toi, Marie-Maude. Ok, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien? C'est parfait. Ouais. Ok, super. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter rapidement les résultats qu'on a eus dans le cadre du projet EmpowerMed. Peut-être en 2 mots, on n'a pas tout à fait dit ce qu'était le GRS, il me semble. Je ne suis pas sûre, Marina, de t'avoir... Non, j'ai rien dit. Ouais. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément fait une slide dessus, je pourrais rajouter, mais bon, c'est une ONG de développement basée à Aubagne qui travaille sur l'énergie, la transition énergétique et le climat, avec pour ambition la solidarité climatique, donc aider les plus vulnérables à la fois à accéder à un niveau suffisant d'énergie et également ne pas dépasser... aller vers un plafond d'émissions de gaz à effet de serre, notamment pour les publics un peu plus aisés, notamment. Et nous sommes basés à Aubagne, et moi, j'appartiens plus... Enfin, on travaille en France, en Afrique et en Asie, et moi, je travaille plutôt sur des projets France-Europe. Et dans l'antenne Europe-Méditerranée, donc ça recouvre... France avec plutôt Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Maroc. C'était pour faire rapide là-dessus. Donc le projet EmpowerMed,
Donc, c'est un projet européen qui va bientôt s'achever, qui avait pour objectif de donner aux femmes les moyens d'agir contre la précarité énergétique en Méditerranée, avec des focus. Donc, le focus Méditerranée, il est un peu large, mais il recoupe notamment tout ce qui est précarité énergétique estivale. Et puis, il prend en compte les spécificités de la Méditerranée qui sont aussi des ménages vulnérables, des logements, un secteur du logement en tension. Voilà, c'est on va dire, quelques caractéristiques qui peuvent regrouper des pays en Méditerranée vis-à-vis de la précarité énergétique. Et puis, focus sur la santé et le genre, avec un accent un petit peu plus important sur le genre. La démarche, c'est un programme, en fait, c'est un projet avec des partenaires, comme je vous ai montré, d'Albanie jusqu'en Espagne, plus WECF Allemagne, qui est en partenaire, plutôt sur la partie genre notamment, en expert genre. Et chaque pays de Méditerranée, donc Espagne, Italie, France, Slovénie, Croatie et Albanie ont mis en œuvre un programme local de lutte contre la précarité énergétique avec des actions locales. C'était des projets pilotes, en gros. Donc, la démarche générale, c'est de mobiliser au niveau local, de renforcer les capacités. On avait également des actions à mener avec des dynamiques individuelles et collectives. Donc, individuel, c'était essentiellement des visites à domicile type SLIM, pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent. Et collectif, c'était des ateliers collectifs, dont notamment on a adapté avec WECF France l'atelier nesting pour plutôt les aspects précarité énergétique. Voilà, et ensuite, analyse des actions, recommandations et plaidoyer. Ça, c'est globalement le cheminement. Et parmi un des objectifs, c'était toucher au minimum 60% de femmes dans le projet et voilà, toucher la dimension genre. Donc, l'approche qu'on a développée, donc d'une part, on a fait de la formation, enfin, première chose, oui. Donc, c'est plutôt des structures qui travaillent sur l'énergie, sur la précarité énergétique, sur l'environnement, ou des universités sur l'énergie, plus spécifiquement. Voilà, globalement. Et puis, Ingénieurs sans frontières aussi en Espagne, une structure assez militante autour du droit des personnes sur l'énergie, notamment. Et donc, on a commencé par faire des petites formations en interne entre les équipes sur le genre, sur d'autres thématiques aussi, hein, sur les liens avec la santé, mais aussi avec le genre. L'intersectionnalité, donc comment prendre en compte différents publics qui ont comment dire, des problèmes qui peuvent... enfin, ils n'ont pas des problèmes. Ça y est, ma formation n'a pas été complètement réalisée. Ils subissent des discriminations. Subissent des discriminations en raison voilà, soit d'un handicap, soit de leur âge, soit de leur sexe, soit voilà, différentes discriminations. Merci Marina. Et on a fait aussi sur la communication inclusive, comment, alors pas du tout évident sur des pays très divers comme la France et la Slovénie qui ont des pratiques linguistiques assez différentes, mais pas que linguistiques, des pratiques. Et en Espagne, où ils ont les articles, ils utilisent déjà pas mal de choses qui rendent la communication inclusive. Voilà, donc on a fait tout ça. Ensuite, il y a une petite formation qu'on a développée qui est en ligne, que vous pouvez trouver, il y a le lien ici. On a fait pas mal de recherches d'infos pour savoir est-ce que précarité énergétique et genre, il y avait des choses qui existaient. En France, moi, j'ai trouvé un petit rapport qui s'appuie aussi sur les données de 2013 de l'ENL, qui avait été faite par
Isolde de Vallière pour une députée, voilà, et qui sortait quelques chiffres sur la précarité énergétique, mais très peu. Ensuite, on a eu toute une réflexion sur la mobilisation des publics. Donc, vu qu'on devait au minimum avoir 60% de femmes touchées, et j'expliquerai par la suite, c'était aussi un biais. On a réfléchi, voilà, à quelle façon de travailler les horaires des ateliers. Est-ce qu'on propose en dehors des horaires scolaires, pendant les horaires scolaires? Voilà, on essaie de caler pour trouver des bons horaires. Ensuite, de passer par des relais associatifs, ce qu'on fait régulièrement sur le terrain pour repérer les bénéficiaires et donc mobiliser des femmes et des hommes, mais aussi un peu plus de femmes. Ensuite, on a introduit quelques questions spécifiques liées au genre dans les questionnaires. Donc, on peut regarder à la fois, on demande bien sûr si c'est une femme, un homme ou autre qui répond, qui est en face de nous lors des visites ou lors des ateliers. Mais également, on a mis des choses, on a ajouté notamment des questions sur qui prend les décisions au niveau énergie, qui paye l'énergie, qui appelle les fournisseurs. Enfin, voilà, c'est ces aspects plutôt de gestion de l'énergie au quotidien. Et ensuite, voilà, on a pris en compte le genre dans les analyses. Donc, approche de prise les résultats, pardon. L'équipe est plus alerte. Alors, c'est un résultat, même si je n'ai pas encore réussi à définir intersectionnalité correctement, mais c'est vraiment une préoccupation qui... Alors, moi, je me disais, bon, c'est bon, je suis absolument pas opposée ou plutôt je suis ouverte au genre, on va dire, mais la formation, le projet, 3 ans de projet font que je suis beaucoup plus alerte et je pense que je ne suis pas la seule dans l'équipe là-dessus, et c'est le cas aussi des autres partenaires du projet. On a touché plus de 60% de femmes, ça c'est tout à fait, c'était ce qui était voulu. Des biais, alors d'une part on est tombé pendant la période du Covid pour la mise en œuvre, donc ça a été pas du tout une période propice pour la mise en œuvre d'un projet qui avait quand même des objectifs assez variés et importants. Donc voilà, on a pas mal œuvré à chercher des bénéficiaires, et il y a certains points, voilà, on a pris plus de temps que prévu à faire tout ce travail de mobilisation des bénéficiaires, et ça nous a pris du temps sur d'autres points. Et voilà, tout n'a pas abouti comme c'était prévu, mais ça, c'est aussi très souvent dans beaucoup de projets. Mais les biais qu'on a eus, c'est que notamment, on a essayé de mobiliser plus de femmes, et ça se voit, dans les résultats. Du coup, nos analyses, elles sont assez biaisées puisqu'elles reflètent les résultats auprès de plus de femmes que d'hommes. Et donc, il aurait été probablement plus intéressant pour la partie analyse de données d'avoir un public plus varié. Après, je dois dire qu'on n'a pas non plus tout le temps été que vers des femmes, mais que c'est notre public de manière générale sur la précarité énergétique. Comme l'a rappelé Pauline, les familles monoparentales sont très touchées, et nous, on n'a eu que des familles monoparentales femmes, donc avec des femmes en chef de famille. Voilà, donc forcément, ça apporte quelques biais, mais voilà, donc quelques résultats. Ici, vous pouvez voir notamment les réponses sur une trentaine de ménages lors de visites. On a d'autres réponses qui sont un petit peu différentes sur des ateliers do it yourself et tout. Celle-là, c'est sur les visites, une trentaine de ménages. Et donc, on voit que, par exemple, ici, on a 24 femmes qui répondent,
et on n'en a que 20 qui sont titulaires du contrat d'énergie. Voilà. Et du coup, par contre, elles sont quand même 21 à être responsables de la prise de décision. C'est des chiffres voilà, qui sont encore à améliorer. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Mais comme je vous disais, il vaudrait mieux avoir un panel plus diversifié. Et c'est ce qu'ils ont fait en Albanie. Donc, avec ici des résultats beaucoup plus, comment dire, tournés vers les hommes qui sont en charge de l'énergie. Alors, nous, je pense qu'un des biais que je vois par rapport aux actions qu'on a menées, c'est que c'était des femmes assez leaders. Parmi les 30 ménages qu'on a vus, je pense qu'il y en a une partie qui sont des personnes qui voilà, se font connaître des structures associatives, et donc ce n'est pas le tout public. Donc voilà, ça fait partie d'un des biais, mais ici, donc vous voyez que pour à peu près 50% de ménages enquêtés, on a plutôt 35% de femmes qui gèrent la partie électricité. La partie... Et en même temps, excuse-moi Marie-Maud, mais ce qui est super intéressant, c'est que quand il y a un seul parent, c'est quand même majoritairement une femme ah bah oui, qui est... Oui, ça vient corroborer ton étude à toi. En fait. Oui, mais ça, c'est dans tous les pays participants, toutes les familles monoparentales étaient quasiment menées par des femmes. Okay, on essaye d'aller vite sur la fin, c'est bon? Ça y est, c'était juste pour vous dire que vous avez les ressources en ligne. Et voilà. Et oui, on vous recommande le site d'EmpowerMed, où vous voyez à l'écran, vous pourrez découvrir les initiatives et les avancées, les résultats de différents pays d'Europe concernés. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne me rappelle pas, mais il y a l'Italie, l'Espagne, l'Albanie, la Croatie, l'Allemagne, voilà, la France et la Slovénie que j'avais oublié. Alors, je vous invite à nouveau sur le Jamboard. J'ai vu quelques questions. Je vois que je dois déjà nous quitter. Donc, parmi tout ce que vous avez pu noter sur vos notes, sur votre cahier, sur ce qui vous surprenait, n'hésitez pas à ajouter des post-it. Alors, je vais vous partager mon écran. Sur des éléments que vous ne voyez pas apparaître ou que vous souhaitez discuter. Est-ce que vous voyez le bon écran? Oui, non. Je vais bien un petit signe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Jamboard? Ok, parfait. Donc, bon, j'ai pu commencer à lire. Je vais, pour gagner du temps, tout de suite poser une question. Bon, d'abord, je veux bien que la personne, si elle est encore présente, qui l'a formulée, clarifie un petit peu. Alors, vous voyez en bas à gauche, ce qui m'étonne, c'est que l'on parle de femmes moins des collectifs dans lesquels elles sont contraintes et qui structurent leur marge de manœuvre. Est-ce que cette personne-là peut prendre la parole, se présenter et indiquer à quel collectif elle fait référence pour que nos intervenantes puissent répondre? Oui, bonjour, c'est Marie-Christine Zellem. Bonjour. Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Oui, donc moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les questions de précarité énergétique. Et ce qui m'interroge le plus souvent, c'est qu'on focalise sur des personnes, alors qu'en fait, ces personnes, elles vivent dans des collectifs. Et les collectifs, c'est le ménage, c'est le lieu de travail, c'est etc. Et s'attacher à une personne dans un collectif, et là, en l'occurrence, les femmes, ça risque on risque de passer à côté des choses parce que déjà, il y a plein de considérations à prendre en compte. Le fait que les femmes se sentent investies de cette possibilité de pouvoir gérer par elles-mêmes les questions qu'on soulève, la question de
j'étais en train de l'écrire là dans l'écoute active, là, la deuxième colonne, le fait que dans nos sociétés occidentales, c'est surtout les hommes qui monopolisent les savoirs techniques, c'est aux hommes qu'on transmet ces savoirs et la légitimité de ces savoirs. Donc les femmes, on est encore dans la question théorique autour de l'empowerment. Dès lors que les femmes ne s'autorisent pas, dès lors que les femmes ont toujours été habituées à déléguer, il me semble que ce n'est pas en leur disant « vous pouvez » que les choses vont pouvoir changer. Donc moi, j'en reviens toujours à cette question d'éducation. Donc c'est une question de fond. C'est la question de la culture. Et c'est pour ça que je l'ai mis quelque part. En fait, ce qu'il s'agirait de travailler de manière générale, c'est la question de l'illettrisme énergétique. Illetrisme énergétique. Et de fait, son pendant, c'est le partage des savoirs autour de l'énergie, que l'on soit homme ou femme, de façon à ce que tout le monde puisse être autonome par rapport à ces questions. Mais si on rentre par la question genre, moi je le vois au quotidien, enfin pas au quotidien parce que je ne le fais pas au quotidien, mais sur le terrain, quand on passe par la question genre et que l'on parle de genre, de fait, déjà, c'est un peu la formule repoussoire, quoi. Et puis stigmatisante et illégitime. Donc moi, je suggère, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions, et donc je l'ai mis quelque part, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai été à l'origine des SLIM, donc les systèmes légers d'information maîtrise de l'énergie, qui sont développés un petit peu partout maintenant. Le truc, c'est aborder les choses de manière globale, avoir une approche globale, et lutter, essayer de résoudre cette question de manque de connaissances généralisées autour de l'énergie, de façon à ce que les femmes se sentent davantage impliquées et que les hommes ne considèrent pas que c'est à eux que revient cette question de l'énergie. Regardez autour de vous, d'ailleurs, on est une majorité de femmes, là, il me semble, dans les écoutantes. Qu'est-ce qui se passe quand on a un petit problème technique en matière d'électricité? Même nous qui sommes supposés connaître, etc., on a un homme sous la main, on va d'abord demander à l'homme. Enfin, c'est le réflexe. Alors, je ne dirais pas que c'est systématique, mais bon, donc il me semble que ça, voilà, il y a des choses à creuser autour de ça, plutôt approche globale que approche centrée sur femmes et centrée sur genre. Merci Marie-Christine, je crois. C'est bien ça. Est-ce que l'une de nos intervenantes veut apporter un élément de réponse? Oui, Marie-Maude. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, c'était un biais, notamment dans le projet EmpowerMed, d'avoir parlé déjà uniquement de femmes, et ça n'a pas été facile forcément à le défendre, entre guillemets, parce que pourquoi est-ce qu'on s'adresserait plus aux femmes qu'aux hommes, et c'est de manière un peu plus générale. Mais je voulais juste dire que bien sûr, tous les ateliers participatifs qui ont été mis en œuvre, et notamment avec des ateliers, mais c'est vrai que je ne l'ai pas développé là, mais des ateliers do it yourself, les ateliers santé qui étaient très pratico-pratiques, avaient pour rôle notamment d'élever le niveau de sensibilisation au niveau de la gestion de l'énergie dans le logement, voilà, de manière... Et Marie-Christine, j'espère que tu auras vu qu'il y a un STEAM qui se développe à Marseille. Voilà, et merci pour tout ce travail depuis. Émilie, Pauline. Très bien, merci. Émilie, Pauline, est-ce que vous avez... Oui, je suis très intéressée en fait par ce qui a été dit par Marie-Christine, hein, c'est ça. Effectivement, ça pose question parce que c'est toujours un peu le piège, quelque part vouloir empouvoirer les femmes aussi sur le sujet de l'énergie ou des techniques un peu plus liées au bâtiment, parce que ça c'est valable pour l'ensemble de ce domaine en fait, je pense. C'est peut-être encore charger un peu plus la barque des responsabilités des femmes au sein des foyers. Donc c'est toujours un peu à double, c'est assez à double impact, c'est-à-dire que à la fois c'est très bien qu'elles soient pouvoirées, mais elles sont déjà tellement en charge de tellement de choses au niveau de la gestion familiale du foyer, de l'approvisionnement, que ce soit en alimentation ou en énergie, que c'est vrai que c'est une planche assez savonneuse. Ça, je trouve que c'est vraiment important de le noter. Et c'est important aussi, en effet, de remettre le contexte du groupe qu'on appelle femmes dans la construction des rôles et des fonctions dans la société.
et de chercher l'origine, enfin, le pourquoi du comment. Ce sont majoritairement des femmes qui se retrouvent dans nos ateliers ou en charge de ces questions dans les foyers forcément monoparentaux. Il y a qu'elles. Donc, elles ne peuvent pas faire appel à un homme, là, pour le coup. Mais ouais, c'est un sujet complexe, mais je trouve ça vraiment important de se poser toutes ces questions-là, même si on n'a pas forcément les réponses adéquates à mettre en œuvre juste derrière. On réfléchira après, du coup, dans la deuxième étape, si parmi vous, il y a des suggestions. Voilà, ce sera juste le Jamboard après. Je voulais donner aussi la parole à Pauline. Est-ce que, Pauline, tu souhaites donner ton manque d'analyse ou tu peux aussi réagir sur un autre élément que tu as pu voir sur Jamboard? N'hésite pas. Là, j'ai l'impression que les autres intervenantes ont plutôt réagi sur ce qui a été dit. Je vois pas exactement. C'est petit pour moi. Le Jam, j'ai du mal à lire, pour être honnête. Du coup, si vous... Alors, il y a des questions sur pourquoi la prise en compte du genre en France dans les études et les statistiques sont-elles si récentes? Pourquoi il y a si peu de structures d'accueil d'urgence formées dans la prise en compte du genre? En fait, il y a beaucoup de questionnements du pourquoi. On voit dans les discussions d'avant qu'on sait qu'il y a des stéréotypes de genre dans les filières éducatives et c'est ce qui ressort de la dernière partie là. Ou peut-être il faut travailler là-dessus pour que dans les métiers soient moins stéréotypés. Mais au niveau des études, au niveau de la France, du gouvernement français, des politiques, comment on explique cela? C'est une question structurelle. On vit dans une société patriarcale où la question du genre est peu prise en compte et pas considérée comme importante. Donc, pourquoi mettre de l'argent sur la formation d'une formation pour lutter contre les violences de genre quand les personnes qui décident de ça ne considèrent pas quelque chose cette question comme importante. Elle réside. J'ai pas d'autre raison que la société patriarcale qui ne pense qui n'est pas pensée pour les femmes. Maintenant la question émerge et des travaux sont en train d'être produits. Ça fait déjà quelques années qu'on dit qu'il y a une nécessité, par exemple, de construire des lieux, de penser des lieux d'hébergement non mixtes, qu'il y a vraiment une nécessité pour que les personnes elles se sentent en sécurité quand on a subi des violences de genre à la fois en tant que femme ou en tant que minorité sexuelle. Non, c'est pas évident d'aller dans un centre d'hébergement qui est mixte où ces violences peuvent potentiellement se reproduire. Donc, clairement, d'être formé, de repérer ces violences et d'être accompagné, c'est pas anodin et ça prend du temps. Et du coup, le temps d'accompagnement, c'est du financement des postes pour accompagner une personne, l'accompagner dans des démarches pour aller voir le médecin, il y a plein de dimensions de l'accompagnement qui ne sont pas prises en compte et qui ne sont pas financées encore aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai vu Émilie. Post-structurel, société patriarcale. Des fois, c'est bien de le redire. On n'est pas tous. Voilà, c'est bien de l'entendre, c'est bien de se le redire. La solution, donc, peut-être politique, c'est-à-dire d'investir davantage les cercles politiques pour pouvoir être décisionnaires et du coup faire changer la balance. Là, ce que disait Marie-Christine dans un de ses post-it, c'est est-ce que on ne retournerait pas plus tôt puisque le genre fait peur. Voilà, je te laisse réfléchir, Pauline, là-dessus. Émilie, tu voulais intervenir? Oui, c'est juste une remarque par rapport à la notion de légitimité qui me paraît vraiment importante. Moi, je note aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que, bon, déjà, c'est très territorialisé, ça va dépendre vraiment des zones du monde et des cultures dont on parle. C'est ce que je vais dire est plutôt valable pour ce qui se passe ici, on va dire en France, voilà. En fait, il me semble que ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes
qui se sentent autorisées à exercer certaines activités, que ce soit de bricolage, des métiers plutôt identifiés comme masculins. Voilà, il y a des femmes pompiers, il y a des femmes bon, un peu moins ouvrières, mais ouvrières du bâtiment, mais il y en a quand même. Voilà, il y a des femmes, de plus en plus de femmes médecins. Bon. Donc, le fait que les femmes traversent cette frontière du genre au niveau, par exemple, professionnel, ça, c'est effectif, ça commence à se voir, c'est une revendication qui commence à être vraiment entendue et qui commence à prendre forme dans la société. Bon, avec les limites qu'on connaît, quand on voit les orientations, par exemple, d'études des filles et des garçons à partir de 15 ans, bon, c'est encore pas du tout fini, on est d'accord, mais il y a quand même un mouvement d'appropriation de ces métiers dits masculins par les femmes qui est actif, qui est en cours et qui est quand même assez observable. En revanche, c'est beaucoup moins le cas dans l'autre sens. C'est-à-dire que les métiers dits féminins, en tout cas très féminisés, sont extrêmement peu investis par les hommes. Donc finalement, c'est bien de s'apesantir sur, encore une fois, l'empouvoirment des femmes, sur les sujets, etc. etc. Mais quid de l'empouvoirment des hommes sur les sujets dits féminins, à savoir le care, la vigilance à autrui, le respect du vivant, etc., etc., qui est avec des métiers qui sont voilà, tout ce qui est métier éducatif, santé et parfois environnement. Voilà, c'est beaucoup moins le cas apparemment. Donc, je pense que les barrières des stéréotypes sont presque plus faciles, en tout cas dans notre société occidentale ici en France, elles sont plus faciles à franchir pour les femmes que pour les hommes. Alors, je voudrais regarder les statistiques effectivement pour appuyer ce discours-là. Merci en tout cas pour ces réflexions à garder en tête. Je vous propose un petit sondage avant de passer au Jamboard suivant qui est plus sur la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Alors, le petit sondage, je le mets. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, puisque je vous voyais avec l'écran. Parfait. Donc, allez-y. En attendant, oui, je voulais aussi réagir sur une question d'Émilie qui faisait attention, qui levait souvent ce qu'on dit dans le milieu, c'est attention au retour de bâton, attention à l'augmentation des charges pour les femmes si on leur augmente leur responsabilité. On voit de plus en plus, je trouve que la société évolue quand même en France, on prône la co-responsabilité, on le voit avec les congés parentaux, le congé paternité qui s'est allongé récemment, on est d'accord, c'est peu, mais bon voilà, il y a des choses qui évoluent, soyons optimistes, pas à la vitesse que l'on souhaiterait évidemment. Comment on peut justement accélérer tout ça? Comment, je crois que c'est aussi Marie-Christine qui remarquait que finalement on parle souvent entre nous, là, entre personnes sensibilisées de tout ça. Donc on se parle un peu entre personnes convaincues. Je pense que ça reste utile parce qu'on arrive à comprendre, avoir d'autres arguments qu'on peut ressortir après, même en parlant entre personnes convaincues. Mais comment toucher les autres cercles, les personnes moins sensibilisées, comment convaincre que c'est une dimension à prendre en compte. Alors, c'est une belle transition. Je vais arrêter mon poll pour voir si on a des résultats. Non, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez des résultats? Oui, on voit les résultats. Moi, je vois. Ah, il n'y a que vous qui les voyez. C'est bien. Alors, dites-moi. On a 64% de personnes qui pensent que c'est indispensable dans l'auditoire. D'accord. Ensuite? Voilà. 29% utile et 7% neutre. Et puis, personne ne trouve ça inutile ou peu utile. D'accord. Très bien. Donc, on va passer au pôle d'après. Est-ce que Omaima, tu peux le remettre?
Oui. S'il te plaît, merci beaucoup. Vous avez l'autre lien. Donc là, on peut voilà, échanger en direct, faire des post-it comme on le souhaite. On y va. On a déjà donné des pistes, donc se rapprocher du secteur éducatif. On a parlé de voilà, poursuivre des réflexions sur la question d'éducation et des actions de renforcement des capacités plutôt que sur la question de l'accompagnement. Donc, beaucoup sur l'empowerment, hein, c'est un sujet international qui est beaucoup travaillé, le renforcement du pouvoir d'agir. Moi, j'ai un peu moins d'expérience en France, donc je sais un peu moins sur la France ce qui se fait. Donc, les deux questions qu'on vous propose, c'est de quoi avez-vous besoin pour intégrer la dimension genre dans vos projets, votre organisation. Donc, on a bien mis votre organisation puisqu'on sait que, en général, il y a des gens qui sont sensibilisés, qui s'approprient la dimension, mais après, il faut convaincre. Donc, comment on fait ça? Quels sont vos besoins? Et la deuxième partie, comment on le fait aussi sur les projets, hein, Marie-Maud en a parlé, avec EmpowerMed. On s'est posé au tout début comment on fait. On a décidé de travailler les questionnaires qui rejoignaient un petit peu. C'est vrai que j'avais cette question-là aussi, peut-être pour Pauline, sur les statistiques du genre qui sont aujourd'hui inexistantes. Sa réponse était plutôt sur les sociétés patriarcales, mais c'est vrai qu'on nous dit aussi sur les questions de conserver les informations privées ou des choses comme ça, et de conserver l'unité du ménage plutôt que le côté individuel. On voit qu'il y a des résistances qui sont couvertes par l'éthique, enfin voilà, qui sont mis entre guillemets. Voilà, si les raisons sont éthiques, on ne peut pas faire ça en France. Comment travailler là-dessus? Et la deuxième partie, qu'est-ce qui pourrait nourrir un plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les projets politiques, énergie, logement et santé. Donc voilà, si vous avez des idées, on reprendra bien sûr ce que vous avez pu mettre dans l'écoute active, mais on peut en discuter maintenant dans les quelques minutes qui nous restent. Pauline, si tu souhaites réagir à ce que vous voulez dire, je t'en prie. Alors, je réfléchissais en même temps que tu parlais, Marina, mais bon, moi, c'est pas mon sujet, c'est pas la précarité énergétique particulièrement, donc c'est difficile d'être très précise sur ce sujet pour moi. J'ai une collègue qui est chargée d'études sur la précarité, de plaidoyer sur la précarité énergétique, donc je pense qu'elle aurait pu être plus précise que moi sur ce sujet. Et c'est quelque chose qu'on travaille, je pense, à la Fondation Abbé Pierre aussi, hein, de plus intégrer quand on fait des études cette dimension du genre. Les réponses à apporter, elles sont à la fois, en fait, c'est assez multidimensionnel et plurisectoriel. Nous, quand on a publié le rapport Mal Logement, on a sur cette thématique, on a dit qu'il fallait actionner plusieurs leviers de politique publique, à la fois ce qu'on s'est déjà dit, l'emploi, parce que c'est des questions d'emploi, de rémunération, d'inégalité salariale. Enfin, voilà, c'est des domaines sur lesquels on a moins de prise, nous, on a l'impression. Donc, des domaines de justice fiscale aussi, voilà, dans les foyers monoparentaux, par exemple, qui sont quand même très désavantagés fiscalement, et des enjeux voilà, de formation, on l'a dit, des professionnels sur ces questions-là. Voilà, sur la précarité énergétique en tant que telle, j'aurais vraiment du mal à vous répondre de manière plus précise. Une autre réaction. Après, tout se recoupe au final. Hein. Ce qui peut être applicable dans
telle sphère pour être applicable dans une autre sphère, d'autant plus quand toutes les causes sont structurelles. Moi, je veux bien, j'avais écrit une petite là, mais je veux bien vous entendre sur voilà, ce que je viens de mettre là, systématiser la prise en compte du genre en évitant la levée de boucliers. Alors, on voit ton écran, du coup, Marie-Maud, du coup, quand tu écris quelque chose, on ne voit plus rien. Merci. Je trouve que c'est difficile de faire les deux. J'entends très bien ce que dit Marie-Christine en disant, bon, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt une approche généraliste et après on vient sur le genre et c'est comme ça qu'on persuade, ou est-ce qu'on contraint? Non, il faut prendre en compte le genre tout le temps et on mobilise les hommes, je l'ai vu aussi dans l'autre Jamboard, pour qu'ils soient aussi acteurs de ce mouvement-là, puisque quand on prône la co-responsabilité, on prône ça également. Quand on veut que le secteur de la santé devienne un peu plus masculin, bah, on a besoin de savoir qu'est-ce qui peut leur faire, qu'est-ce qui peut les mobiliser, notamment. Bon, sur le secteur de la santé, moi je suis persuadée qu'il y a un peu tout qui vient. C'est-à-dire, parce que si on monte au niveau du docteur, des médecins, je pense qu'on est des gynécologues, on a déjà beaucoup plus de répartition hommes-femmes. On voit bien qu'en fait, c'est plus ces secteurs infirmières, sages-femmes, un peu moins payés, qui font que, comme par hasard, il y a plus de femmes. Donc, il y a vraiment cette question de salaire qui définitivement est importante joue, d'autant qu'il y a toujours, et encore en France, cette casquette, beaucoup moins, hein, on voit les choses positives évoluer, mais le rôle du père est quand même pourvoyeur. Voilà, donc il y a cette dynamique-là. Donc, comment on fait? Donc, à ceux qui ont déclaré être neutres aussi, peut-être même les autres, comment vous pensez qu'on peut sensibiliser davantage pour y accorder plus d'attention? N'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes, on va un petit peu dépasser, mais si quelqu'un souhaite prendre la parole, hein, de façon générale, vous pouvez aussi lever la main. Merci pour vos post-it. Je rejoins la personne de l'IRAM, Marie, là, qui retrouve les mêmes enjeux au Sahel. Bon, de toute façon, je crois que dans le monde, au niveau des politiques, on est à 30% de représentation des femmes. C'est la moyenne. Dans tous les domaines. Hein. Ouais. Au niveau politique et dans tous les domaines, tu veux dire. Et y compris dans l'environnement, où c'est assez rigolo de voir que pour les éco-gestes, par exemple, eh bien, les femmes sont majoritaires à les réaliser. En revanche, dans les politiques environnementales, eh ben, on va retrouver pas mal d'hommes. Donc, il y a une décorrélation comme ça du genre et de l'action en fonction de la hiérarchie décisionnelle politique qui est dommageable. Mais encore une fois, renforcer les compétences des femmes dans tous les domaines sans prendre soin sans intégrer le fait que les hommes prennent aussi leur part de responsabilité sur les tâches qui incombent aux femmes, c'est un vrai piège. Hein. C'est un vrai piège. Donc, oui, renforcer le rôle des femmes dans les métiers de l'énergie, bien sûr, mais à la tête, voilà, pas forcément dans le quotidien. C'est bien aussi qu'il y ait des femmes dans les pôles un peu plus hiérarchiques, décisionnaires, etc. Et surtout, il faut aussi que l'autre volet de la société plus construite sur le masculin intègre les activités du quotidien, de care, qui sont voilà, beaucoup moins valorisées socialement. Sinon, on n'y arrivera pas. Compléter sur cette... Si je peux compléter sur cette question, dans les projets de réhabilitation ou de lutte contre l'habitat indigne, les Soliac, certains Soliac qu'on avait rencontrés, donc des opérateurs qui aident les ménages à sortir de l'indignité du logement, ils nous disaient que
ils essayaient d'impliquer un maximum dans les rendez-vous le conjoint, parce que sinon, c'était que l'épouse qui s'occupait de la sortie d'habitat indigne, parce que c'est elle qui le subit au quotidien, comme la précarité énergétique. C'est elle qui le subit plus au quotidien, comme c'est elle qui a en charge la sphère domestique. Donc voilà, il y a aussi des opérateurs qui essayaient d'impliquer, alors sans bloquer le projet, parce que le but, c'est pas de bloquer le projet pour que la femme se retrouve reste dans ces conditions d'habitat indigne, mais c'est d'essayer d'impliquer au maximum les deux personnes dans le projet de sortie d'habitat indigne. Oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on vit nous, hein. C'est que alors dans les ateliers, il y a beaucoup de femmes, et c'est vrai que c'est quand même super intéressant quand il y a, par exemple, les deux parents dans un atelier, parce qu'on va vite comprendre qui va prendre en charge les couches lavables ou des choses comme ça, quoi. Donc la question, elle est vraiment sensible de ce partage. Marina, moi je voulais juste remercier déjà la participation et juste vous dire que dans la dernière slide que vous recevrez, il y a les recommandations pour EmpowerMed issues du projet, et c'est vraiment voilà, justement inclure les femmes dans les métiers scientifiques, avoir des données désagrégées pour mieux voir et informer plus largement sur la thématique, mais comment dire, également pour sortir de l'illettrisme énergétique, c'est aussi une très bonne chose. Ok, merci beaucoup. On ne va pas trop dépasser. Merci aux intervenantes pour la participation, également aux personnes qui nous ont écoutés pour leurs suggestions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez continuer la conversation, réfléchir à un projet ensemble. C'est aussi l'avantage d'être en petit cercle de convaincus et sensibilisés. Alors, voilà, on peut se rassembler et réfléchir ensemble à comment faire mieux pour la suite. Les enjeux, ils sont gros, hein, parce que quand on s'attaque à des causes structurelles, on ne va pas y répondre en un projet de 3 ans. Mais on peut porter notre petite goutte et faire doucement évoluer les choses. C'est super que ça vous a quand même donné des pistes de réflexion pour votre travail. On en est ravis. Et effectivement, Maïma rappelle qu'on vous enverra les supports qu'on a utilisés, et puis on réécoutera un peu tout ça. Et on vous fera un petit compte rendu aussi écrit. Et puis voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Marie-Maude. A priori, non. Donc, merci encore. Et à bientôt pour la suite. Et voilà, très belle journée et bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous envoie mon support.